Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être parmi nous. Voilà, merci. Vous êtes les bienvenus au premier cours en français du Greenindex 3.0. Donc voilà, on va parler aujourd'hui des stratégies environnementales. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de se unir. On vous donne un petit minute pour vous unir. Après, on commence. Bienvenue à qui est en train de rentrer. En même temps que dans ce temps-là, bah voilà, j'ai fait le bienvenue de la part de la plateforme européenne de la microfinance pour ces cours-là qui sont offerts pour la plateforme européenne de la microfinance en collaboration avec les participants et les membres du groupe Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group. Voilà, on vous offre cette formation et vous êtes donc justement bienvenue parmi nous. Vous allez voir, vous pouvez interagir dans la chat. Dans la chat, on a nos collègues de la plateforme européenne de la microfinance. Donc, ils vont nous aider dans l'interaction. Ils vont vous poser aussi des petits liens. Vous pouvez aussi voir là probablement le lien de le groupe d'action si quelqu'un ne le connaît pas encore et vous voulez bien l'explorer. Et aussi, pour la suite, on va vous poster le lien du Green Index 3.0, que c'est un peu, il y a un document de référence que vous pouvez explorer. En même temps qu'on attend pour commencer, déjà, je pense que vous pouvez, si vous voulez bien, partager votre nom si vous êtes parti dans l'institution microfinancière, de nous dire le nom, si ce n'est pas une institution microfinancière, mais c'est à notre entité, soit une entité de recherche, soit un groupe de consultants, soit un investisseur ou d'autres. Voilà, que vous nous partagez ça dans la chat. Et donc, quel type d'entité vous êtes parti, vous êtes individuel et de quel pays. Pendant que vous faites ça, on attend un instant et après, on commence. J'ai fait une petite manipulation. Comme ça, on peut mieux voir mon écran en même temps. Voilà, merci pour qui est en train d'écrire dans la chat. Voilà, on donne encore un petit minute avant de rentrer. En même temps qu'on attend tout le monde, si vous pouvez bien partager avec nous euh, les, euh, les, votre état de connaissance du Green Index. Donc, vous pose une petite question. Voilà, c'est est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Est-ce que vous êtes déjà familier? Vous l'avez déjà utilisé? Donc, si vous nous faites un petit retour, voilà, donc très bien, on le connaît très bien ou pas du tout. Ça va nous aider à mieux comprendre et adapter justement la formation en fonction. Alors, j'arrête un instant de partager et je repartage dans un instant. On attend justement vos retours. Bon, merci à qui est en train de nous répondre et d'envoyer. Maintenant, on va lire vos réponses. Donc, voilà, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont justement des institutions microfinancières qui sont parmi nous. Voilà, merci beaucoup de votre réponse. Je vois pas mal de gens, Tunisie, Bénin, Cameroun. Soyez justement les bienvenus. Donc, en même temps on commence, je voulais poser cette petite question pour savoir votre niveau de familiarité avec le Green Index, que vous pouvez nous dire si vous êtes familier ou pas avec le Green Index, vous l'avez déjà utilisé, donc vous pouvez nous dire oui, non, pas du tout, voilà, ou clairement oui, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, je le connais bien. Dites-nous, et nous, on va commencer dans 1 minute.
Merci de partager cela parmi nous, comme ça on peut s'adapter. On peut adapter le niveau en fonction. Voilà. OK, donc on commence à s'élancer. Je vais repartager dans un instant mon écran. Là, je ne connais pas, c'est la première fois. Pas trop, OK. Encore niveau de connaissance à ce sujet, aucune idée. Donc voilà, donc il y a pas mal de gens que c'est la première fois qu'ils entendent cela. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez encore nous donner quelques retours. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît déjà le Green Index? On va faire le contraire. Donc, on va demander au contraire, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît déjà le Green Index? Attendons si quelqu'un se manifeste. Non, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. OK, donc tout le monde, disons, est dilettante parmi nous. OK, très bien, ça c'est important à savoir, comme ça on commence en conséquence. OK, donc on se lance. Je pense que le moment est venu de se lancer. Je repartage mon écran. S'il vous plaît de me confirmer si tout est bon. OK, donc je le partage. Hop, hop. Normalement, vous devez bien voir mon écran. Vous pouvez me bien confirmer. Est-ce que vous le voyez en plein écran? Vous pouvez me confirmer si tout c'est bon, s'il vous plaît. Super, génial. OK, donc on s'élance. Vous m'entendez bien? Super. OK. Donc, on se lance, on est parti. Donc, vous êtes parmi nous dans la série de formations sur Green Index 3.0. Donc, comme vous savez, quand vous êtes enregistré, cette formation est faite en trois langues et chacun disons, des formations euh, couvre quatre standards. Donc, la première qu'on va couvrir, c'est la stratégie environnementale. Je vous rappelle aussi, et on va le discuter aussi pour la suite, que les, euh, les entités qui vont participer à tous les quatre formations, ils vont avoir la possibilité de recevoir un certificat de participation, mais aussi, quand vous participez à les formations, que vous allez voir, on va vous partager un petit lien pour remplir un Green Index 3.0. Et si vous le faites pour tous les quatre standards, que ça veut dire les quatre sections que vous allez à participer, vous pouvez recevoir la note de le scoring que vous avez reçu. Donc là, il faut le remplir pour votre entité ou pour une entité que vous connaissez, en fonction voilà, de la moyenne des scorings qu'on aurait collecté des participants. Donc, si vous êtes intéressé, c'est là, vous avez quand même un certain incentive pour participer à tous les quatre formations. Alors, cette formation est préparée donc pour le groupe d'action de la microfinance, pour le climat et voilà, et pour la Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, notamment en collaboration avec la plateforme européenne de la microfinance, avec un certain ensemble d'acteurs qui participent comme membres. On a plus qu'un 70 membres parmi nous qui couvrent 150 personnes plus ou moins avec qui on a développé un certain taux de matériel. Et ça, c'était fait en principe, l'ensemble, avec tous ces gens et formalisé, finalisé et livré pour Natalia et moi-même. Donc, ce sont les deux, disons, experts du groupe d'action qui vont vous livrer cette formation. Alors, c'est là, c'est le cours sur les formations. Vous voyez, c'est en anglais, espagnol, en français. Ça vous intéresse la version française. Si vous n'êtes pas encore inscrit à les autres sessions et vous êtes intéressé, on vous invite à le faire d'ici à la fin de cette session.
vous pouvez aussi le faire en avant hein, si vous êtes intéressé, qui va vous permettre d'attendre, disons, de pouvoir avoir accès disons, ce bénéfice que je viens de vous expliquer. Ça veut dire le certificat de participation, ça veut dire le scoring de la performance environnementale que vous pouvez attendre vis-à-vis des moyennes. OK, donc les objectifs d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a comme objectif de base, c'est d'acquérir une compréhension initiale du standard G1.0, que c'est un standard, un des 4 standards dans le Green 3.0, que c'est le standard sur la stratégie environnementale. Et voilà, qu'est-ce que sont les mieux pratiques qui s'appliquent sur ces standards-là. Et aussi, l'autre objectif, c'est de pouvoir développer un peu en base pour évaluer le statut d'une institution financière, ou qui soit parmi les participants aux institutions que vous côtoyez, par rapport à ces normes, donc la norme G1.0, que c'est la norme sur la stratégie environnementale, et pouvoir, et des conséquences, identifier les lacunes. Hein. Donc, on va découvrir que le Greenest 3.0, c'est un outil pour évaluer la performance environnementale d'une institution qui fait de la finance inclusive. Donc, ça veut dire pour micro-entreprises, familles pauvres, etc. Cela est composé de différents standards. Ben voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner sur le premier standard, que c'est la stratégie environnementale. Et les autres, on va l'explorer la prochaine fois. Si quelqu'un a des doutes sur les objectifs d'aujourd'hui, s'il vous plaît de l'écrire dans la chat, parce que ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, c'est la suivante. On va commencer à faire une petite introduction sur ce que c'est la finance verte inclusive, voilà, pour en fait un peu mettre les bases et qu'est-ce que c'est le Green Index 3.0. Après, on va se focaliser justement sur nos objectifs clés, que c'est la stratégie environnementale et les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour mettre en place une bonne stratégie environnementale. Et, et après, on va regarder en détail la stratégie environnementale comme est décrit dans le Green 3.0 pour comprendre le contenu du point de vue des indicateurs et comment remplir cet standard. Donc ça, c'est un peu l'activité qu'on va faire aujourd'hui dans l'heure qui suivent. Si vous avez des questions pendant que j'explique, s'il vous plaît, de les poser dans la chat. Vous pouvez aussi lever la main et intervenir normalement. On va faire des pauses à chaque session et clairement un moment de discussion à la fin. Donc voilà, s'il vous plaît, vos questions vont nourrir notre compréhension, de votre compréhension, ça veut dire pour vous accompagner. Donc commençons. On va faire un peu en détail cette première introduction. On va la répéter aussi les prochaines fois, mais plus rapidement. Là, on va s'arrêter un petit peu parce que si je comprends bien, pas tout le monde a les bases sur le GNIST 3.0, donc on va le décrire ici. Donc, qu'est-ce que c'est la finance inclusive verte et qu'est-ce que c'est le Green Index 3.0? Tout d'abord, pour comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le groupe d'action. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Donc, le groupe d'action qui s'appelle le groupe de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent, c'est un des groupes d'action de la plateforme européenne de la microfinance qui se focalise sur la réflexion, voilà, sur la finance inclusive qui respecte l'environnement. C'est un groupe qui a été fondé il y a quelques temps, 2013. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le groupe plus longève, avec plus grande longévité de la plateforme européenne de la microfinance. On a presque 12 ans. Et donc, il faut aussi donner un peu, disons, l'horizon de le fait que ces thématiques environnement et finance inclusive ils sont développées depuis quelques temps. Donc, et on a encore pas mal de choses à faire pour atteindre les objectifs qu'on a besoin, mais il y a quand même un certain historique sur la base de lequel certains outils sont développés. Il compte plus que 150 membres qui sont affiliés à plus que 75 institutions de différentes formes. Les objectifs qu'on s'est posés depuis la fondation, c'était de discuter des défis et des stratégies actuelles en matière de finances vertes inclusives, d'améliorer les connaissances et l'action des acteurs de la finance inclusive dans le domaine de l'environnement, de renforcer la coopération entre les acteurs pour la finance verte inclusive, d'accroître l'attention internationale, pour qu'il y ait plus de réflecteurs sur la finance inclusive comme un moyen pour atteindre les objectifs verts des différents groupes, et aussi développer des outils dédiés, comme par exemple le Green Index 3.0, qu'on va vous présenter, qui soient reconnus autant que possible comme des standards pour le secteur de la finance inclusive pour soutenir la finance verte inclusive. Publier et diffuser des conclusions. On a pas mal de conclusions
et on a pas mal de publications en ligne sur le site de le groupe. Mes collègues ils vont vous le partager. Par exemple, on a des formations, on a des webinaires, on a une bibliothèque, on a pas mal de choses que vous pouvez explorer dans le site de le groupe, de le groupe de la plateforme européenne de la microfinance, donc de le groupe d'action pour l'environnement. Et clairement, renforcer les intérêts et l'engagement concret de tous les membres. Si quelqu'un de parmi vous est intéressé à s'unir au groupe d'action, voilà, c'est un groupe ouvert. Donc, c'est un groupe ouvert qui essaie de se nourrir des expériences de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, simplement de nous manifester vos intérêts. Vous pouvez le faire à l'email que vous voyez en bas. Comme ça, vous contactez directement la plateforme européenne de la microfinance en disant bah, je suis intéressé à rentrer dans ces groupes pour participer aux discussions, éventuellement les activités. Ou vous pouvez le faire déjà dans la chat directement ici et on va prendre note, on va vous recontacter. Maintenant, pour introduire la finance verte inclusive, de qu'est-ce qu'on parle? Bah, la finance verte inclusive, pendant que je présente, s'il vous plaît, de me faire savoir dans la chat, même chose, est-ce que vous avez déjà une idée de la finance verte inclusive, qu'est-ce que c'est, ou c'est un concept nouveau? Voilà, s'il vous plaît, de me reporter ça dans la chat, comme ça je sais un peu le niveau de détail où je dois aller. Donc, oui, je connais très bien le concept. Pas trop, c'est la première fois que je l'écoute. Vous pouvez le reporter dans la chat, s'il vous plaît. En même temps que vous le faites, j'avance. Donc, la finance verte inclusive est composée de trois concepts, ce qu'on appelle les concepts clés de la finance verte inclusive. Un, c'est comme les clients et les institutions sont affectés par l'environnement. Donc, ça, c'est un concept de vulnérabilité qui c'est clair et c'est clé de la finance inclusive parce que la majorité des entrepreneurs qui vous allez financer sur société de microfinance ou si vous travaillez dans le secteur de la microfinance, de la finance inclusive, c'est ou des familles pauvres, ou des petits fermiers, ou des micro-entreprises et ainsi de suite, qui notamment sont plus vulnérables du point de vue économique, financier et tout ça, mais sont aussi entre les plus vulnérables à les aléas climatiques et les aléas environnementaux. Donc ça veut dire qu'un entrée important, c'est de comprendre comme les clients et les institutions sont affectés par l'environnement. Vous voyez, ça, c'est un volet important. Ce n'est pas seulement de se focaliser sur faire du bien à l'environnement, mais c'est de comprendre l'état de vulnérabilité qu'ils ont vos clients et éventuellement d'agir. Le deuxième, clairement, comme on connaît, deuxième concept clé, c'est comme les clients et les institutions affectent l'environnement. Donc ça, c'est plutôt à voir comme les activités, par exemple, l'utilisation des papiers au siège de l'institution microfinance ou les activités que les institutions microfinance financent chez une entreprise. Donc, par exemple, du transport, par exemple, de l'agriculture, est-ce qu'ils sont soutenables ou contribuent à la création de l'environnement? Donc, par exemple, à niveau d'émissions de gaz, à niveau de pollution du sol, et à niveau de coupe des arbres, etc. Et le troisième niveau, bah, c'est la partie opportunité économique. Donc, ça veut dire n'est pas seulement un volet de la vulnérabilité, c'est-à-dire de réduction des risques, n'est pas seulement un volet sur la partie d'impact, donc ça veut dire faire du bien à l'environnement, mais aussi un volet comme un choix des activités plus vertes puisse contribuer à une stabilité des flux économiques de vos clients et donc de l'institution, mais aussi peut contribuer à augmenter et rendre plus solide bah, les revenus qui viennent de cette activité-là. Prenons un exemple. Si je prends l'exemple, je suis infirmier et je veux mettre en place un système, par exemple, d'agroforesterie. Dans ces cas-là, vous voyez que les valeurs ajoutées de l'agroforesterie ils touchent tous ces trois concepts. Tout d'abord, c'est un volet de réduction de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que l'agroforesterie, c'est planter des arbres qui peuvent être pour le bois, par exemple, pour le fruit ou pour autre utilisation, ensemble avec une activité productive, par exemple, le cacao. Voilà. Donc, pendant les arbres nous permet de baisser la vulnérabilité qu'il a le sol, par exemple, à les changements de température. Il permet aussi de réduire la vulnérabilité qu'il peut avoir le sol, par exemple, à les pluies torrentielles, à les pluies fortes et donc les inondations. Donc, c'est un outil de réduction de vulnérabilité.
En montant, planter les arbres, ceci est un outil de réduire l'impact négatif qu'il y a, par exemple, la production de cacao, en replantant des arbres locaux qui vont à reforester, clairement, à attirer des espèces locales, par exemple, et éventuellement stocker du carbone. Donc voilà, ça, c'est un volet d'impact positif. Donc, il va réduire l'impact négatif intrinsèque de pas mal des activités humaines. Mais aussi, c'est un volet d'opportunité économique. Bah, pourquoi? Parce que certaines cultures, ils produisent mieux sur l'ombre, sur les arbres. Donc, d'abord, il réduit l'impact, on a dit, négatif du climat sur les cultures, mais aussi permet de stocker certains nutriments que les plantes productives, sur du café, du cacao ou d'autres, ils se nourrissent de cela. Voilà, et donc il permet de dégager potentiellement plus de revenus ou un valeur ajoutée plus grand et éventuellement aussi de rattacher certaines productions à des chaînes de valeur qui peuvent être quelque chose qui paye plus pour unité de production. Alors, je vois des questions sur cela. Dans l'opportunité économique, vous parlez des demandes. Il s'agit de la demande des biens et des services ou des produits financiers. Donc, dans l'opportunité économique, on parle de différentes choses. Justement, oui, il y a une demande pour les clients. Donc, c'est satisfaire une demande, adapter les produits en fonction de cette demande et donc pouvoir diversifier l'offre, pouvoir répondre à une demande des clients. Deuxième, c'est aussi une opportunité pour des nouveaux marchés pour de microfinancières, donc de nouveaux biens et services. Le développement de biens et services qui peut répondre à cette demande, mais aussi on inclut pas mal, comme je disais, la stabilisation des revenus et l'augmentation des revenus. La finance verte inclusive, je vois, est une finance qui prend en compte l'environnement dans sa vision et dans sa mission. Il nous dit que Goussena, elle permet de prendre des mesures pour éviter des changements climatiques et la dégradation de la biodiversité et prendre des mesures pour atteindre et restaurer le climat et la biodiversité. Parfait, très bien. Voilà, donc en suivant, donc la finance verte inclusive, en fait, c'est l'ensemble. Voilà, la finance verte se situe au carrefour voilà, de la résilience, la conservation des écosystèmes et la génération des meilleures ressources pour la grande partie des populations, surtout lesquelles plus exclues. Et donc, c'est un ensemble entre la vulnérabilité, impact négatif, opportunité économique. Il faut aussi prendre en compte un autre petit point sur la finance verte inclusive. On parle souvent des concepts comme direct et indirect. Donc, c'est important. Quand on parle de situation financière, la majorité de l'effet qu'il a sur l'environnement, des opportunités qu'il peut saisir, mais aussi de la vulnérabilité à laquelle il est exposé, dépend des activités du client. C'est là on s'appelle le volet indirect. Indirect, ça veut dire ce n'est pas proprement ce que fait l'entité financière, donc l'utilisation de papier, des voitures, des lots, des matériels, etc. au siège, par exemple, aux agences, mais c'est plutôt les activités qu'on finance chez les clients. Donc, ce sont des activités qui polluent l'environnement, par exemple, construction de briques, etc., avec pollution d'eau et tout ça, ou sont plutôt des activités plus, par exemple, matériel recyclable, etc. Et il y a aussi la partie directe. La partie directe, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à les activités proprement dit de l'agence, de la branche, dans des filiales ou du siège. Voilà, donc leurs activités du point de vue de consommation des matériaux, par exemple, des placements, mais aussi les activités et l'impact qu'ils ont les ressources humaines. OK? Donc, c'est là, c'était important de comprendre les deux. Alors, il faut se souvenir que la très grande partie de l'impact de la vulnérabilité vient de le côté indirect, l'entité financière, n'est pas par le côté direct, mais le côté direct est aussi très important parce que il contribue d'abord à l'image de l'entité, d'abord. Donc, on ne peut pas demander à nos clients de faire des choses que nous, on ne fait pas. Deuxième, c'est aussi en partie clairement des formations et engagements du personnel de l'entité financière parce que s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faudrait faire chez eux ou chez vous, bah, difficilement vous pouvez l'expliquer chez vos clients. Donc, quand même, même si l'impact direct de l'entité financière ou la vulnérabilité n'est pas très grand, hein, on parlait de 1 à 5% selon les entités, c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte pour pouvoir vraiment agir sur où l'impact et la vulnérabilité est la plus grande, c'est le côté indirect.
Donc, le Green Index, qu'est-ce que c'est? Le Green Index, c'est le principal indicateur, voilà, c'est le principal groupe d'indicateurs qui a été développé depuis 2014, donc il y en a plus que 11 ans d'existence. Il a été développé aussi au siège de le Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group pour la plateforme européenne et tous ses membres. Donc, c'est un travail conjoint, c'est un travail hébergé par la plateforme européenne euh, de la microfinance, mais travailler et co-construit avec tous les membres du groupe d'action. Et bah, l'idée, c'est que c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses. D'abord, c'est un outil justement des mesures, donc qui est utilisé primairement pour évaluer la performance des PSF. PSF, ça veut dire euh, les entités qui fournissent des services de finances inclusives, hein, en matière de finances vertes inclusives, hein. Donc, ce sont microfinancières, par exemple, c'est le cas le plus simple. D'abord, donc, il nous permet de faire différentes choses. Clairement, il permet une évaluation. Donc, il permet d'évaluer la performance environnementale d'une entité. Deuxième, il nous permet de faire de la sensibilisation parce qu'en essayant de vous évaluer, vous pouvez comprendre qu'est-ce que sont les bonnes activités qu'il faudra mettre en place pour pouvoir avancer dans la finance verte inclusive. C'est aussi un outil de planification. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que j'ai fait une évaluation, je peux définir les écarts principaux qu'il a en entité par rapport à les activités qu'il pourrait faire pour améliorer son performance de finance verte inclusive. Et donc, en fonction de cela, en fonction qu'on a les écarts, définir les priorités d'action et donc faire un plan d'implémentation. Donc voilà, fixer les priorités en fonction des écarts, mais aussi un outil d'engagement qui permet de prendre des engagements et aussi un outil qui permet de suivre les progrès. Parce qu'une fois que vous avez défini les activités prioritaires, le plan d'action et le mettre en place, bah, après, en année, 2 années, tout cela, vous pouvez réutiliser le Green Index pour refaire l'analyse de votre entité, y comprendre où vous êtes arrivé. Et donc, qu'est-ce que c'était les activités qui ils ont bien marché, lesquelles ont fait, qui aurait nécessité plus d'engagement ou une stratégie différente pour les améliorer. C'est aussi un outil de formation, hein, ça je pense c'est important, parce qu'en parcourant le Greenest 3.0, le Greenest 3.0 fait de toute une liste d'activités organisées selon, on va voir, stratégie, identification des risques opportunités, gestion des risques opportunités et produits et services. Et il y a toute une liste de toutes les activités, ou la grande partie des activités qu'une entité financière peut faire pour progresser dans ces différents domaines était constitué en regardant qu'est-ce qui passait sur le terrain depuis longtemps. Voilà, c'était la base depuis l'origine de le Green Index, de le construire en fonction de qu'est-ce qu'ils font les entités financières, après de le formaliser dans un cadre cohérent en alignement avec des normes internationales. Alors, depuis 2021, la finance verte inclusive a pris encore un élan plus important parce que le Greening Climate Finance Action Group a développé un groupe disons, d'action et d'intervention ensemble avec Cerise et le SPTF et on a co-développé une septième dimension des standards universels de la performance sociale environnementale qui s'appelle la dimension 7, que c'est la dimension verte. Et en grande partie de notre travail, c'était, un, de développer cette dimension que peut-être vous connaissez. Donc, c'est parti maintenant. On ne peut plus parler de la performance sociale sans de parler de la performance environnementale. Ça, c'est un point important. Mais deuxième, c'est aussi de s'assurer que cette dimension 7, qui maintenant est partie des standards universels pour la performance sociale et environnementale, soit aussi alignée à le Green Index 3.0. Et donc, on l'a co-développé en parallèle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez déjà fait une évaluation avec les outils de série SPTF pour vos performances sociales et environnementales, vous avez déjà rempli en dimension 7. Cela vous donne un premier aperçu de la performance environnementale de l'institution financière. Si vous voulez aller dans l'avance, on vous invite à remplir un GRINS 3.0 qui va plus en détail. Si vous allez remplir un GRINS 3.0, vous avez déjà rempli toute la dimension 7 parce que c'est, disons, plus détaillé de la dimension 7. Mais les deux, ils sont tout à fait alignés à l'autre. Qu'est-ce que c'est le résultat de l'Organisme 3.0? Donc, mes collègues ils vont vous partager la publication. Donc, on a une publication qui explique cela en détail. Donc, une publication qui illustre qu'est-ce que c'est le Green Index 3.0.
qu'est-ce que c'est le contenu et comment cela est-il évalué. Donc, est formé des quatre normes, comme vous voyez, anche c'est la stratégie environnementale de laquelle on va discuter aujourd'hui. Et d'autres trois normes qu'on va discuter les prochaines sessions. Un, c'est l'identification des risques et opportunités environnementaux. L'autre, c'est la gestion des risques et opportunités environnementaux. Et le quatrième, c'est les produits et les services verts. Vous voyez en bas qu'on a une première version Greendesk 1.0 développée en 2014, déjà sur la base d'expérience à partir de 2006-2007, il y avait déjà un certain historique, on s'approche à 20 ans d'expérience de finances vertes inclusives et on a piloté cela avec pas mal de collègues, notamment Cerise, notamment ADA et Planet Finance, etc., pour vérifier sur le terrain comment c'était l'utilisation de cet outil. On a développé aussi avec différents instituts de recherche, il y a eu pas mal de papiers et des études. Et en fonction de cela, en 2016, c'est développé en version 2.0 qui notamment incluait des indicateurs quantitatifs, donc qui peut permettre aussi d'évaluer n'est pas seulement le niveau de performance, mais à quel niveau de résultats les choses sont faites. Donc, ne pas seulement dire est-ce qu'on a une stratégie environnementale, est-ce qu'on a des produits verts, mais aussi, mais combien de crédits verts étaient faits. Et en 2021, s'est développé la version 3 avec une collaboration de plus que 250 participants. Donc, c'était quand même un travail majeur. Quand vous le remplissez, bah, vous allez à un résultat, un scoring qui va de 0 à 100% along les différentes normes. Il faut dire tout de suite que l'objectif plus important, ce n'est pas de définir, d'être 100% partout, voilà, mais l'objectif clé, c'est d'y comprendre comment une entité se positionne en fonction les normes internationales plus importantes en matière de performance environnementale. Donc, est-ce qu'il met en pratique un certain ensemble ou tous, lesquels? Est-ce qu'il est plus sur la stratégie, plus sur l'identification des risques, plus sur la gestion, plus sur les produits et services? Voilà, donc définir les forces et faiblesses. Et en fonction de cela, définir un plan d'action qui est fait par rapport aux normes internationales, qui est fait éventuellement par rapport à des benchmarks, parce qu'en différentes régions, on est plus avancé sur certaines choses que d'autres, à différents statuts, soit en banque, soit en coopérative, sur d'autres entités, il y a naturellement des avancées plutôt sur certaines dimensions, et aussi en fonction de la vision qu'il a l'entité. Donc, l'entité financière a une certaine vision de progresser sur certaines choses, certains plus sur les produits financiers, certains plus sur le domaine agricole, certains plus sur le domaine d'économie circulaire, certains plus sur les énergies renouvelables, etc. Et donc, définir un plan d'action en fonction des écarts qu'on voit en fonction des benchmarks, des standards internationaux et aussi de la vision stratégique et de l'objectif de l'institution. Voilà, ça c'est le sens large comme était constitué. Donc aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur la stratégie, mais vous voyez, c'est constitué de 4 normes qu'on vient de mentionner. Chacun des normes a des pratiques essentielles. Donc, si on regarde la stratégie environnementale, a deux pratiques essentielles. La première, définition de la stratégie et la deuxième, mise en place de la stratégie. On va regarder cela en détail aujourd'hui. Si on regarde l'identification des risques et des opportunités, bah, il y a la première pratique essentielle, c'est l'identification des risques et opportunités indirectes. Voilà, indirect, comme on vient de dire, c'est des clients. Et la deuxième pratique essentielle, c'est l'identification des risques et opportunités directes. Ça veut dire lesquels qui sont liés directement à l'entité financière. Dans le standard 2, on a encore deux pratiques essentielles. Voilà, la première, c'est la gestion des risques et opportunités indirectes, encore comment on va gérer les risques qu'on a identifiés et les opportunités identifiées chez les clients. Et la pratique essentielle 2, bah, il va à discuter et à définir la gestion des risques et opportunités directes, donc lesquels qui sont de l'entité. Et quand on va dans le troisième standard, donc produits et services verts, vous voyez, il y a le label financier et non financier. Donc, la première pratique essentielle, c'est le produit et services financiers. Et le deuxième, c'est le produit et services non financiers. Donc, clairement, dans les produits financiers, on a les crédits, mais aussi on a l'épargne, l'assurance, etc. Et dans les produits non financiers, bah, on a toutes des activités comme de la sensibilisation, de la formation, l'assistance technique. Donc, ne vous inquiétez pas, cela, on va les explorer au fur et à mesure dans toutes les sessions. Donc, là, on va avancer sur la partie de la stratégie. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? S'il vous plaît, de les poster dans la chat ou de lever la main. Donc, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les normes et versions développées par Series PTF et Green Index? OK. Donc, ces questions-là sont questions importantes.
si vous dites par SPTF et Series et Green, alors je reviens sur un point important. Donc, si vous mentionnez la dimension 7, je reviens. La dimension 7, c'est une dimension qui était co-développée pour le Green Inclusion Climate Financial Group et Series SPTF. Donc, c'est le résultat d'un travail commun de ces trois entités. Maintenant, là, il y a une petite différence parce que quand on a dû faire la dimension 7, on doit s'assurer qu'elle soit bien intégrée avec les autres 6 dimensions. Et donc, il y a eu un aménagement de certains indicateurs et standards et pratiques essentielles parce que ça rentre dans cette analyse de performance environnementale. Notamment, la dimension 7 a 2 à 3 pardon, standards. Le Green Index nous a 4. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a regroupé dans la dimension 7 l'identification et la gestion. Je le reprends. L'identification et la gestion des risques opportunités sont regroupés dans une seule norme dans la dimension 7. Par contre, la stratégie et les services et produits sont exactement séparés, comme dans l'organisme 3.0. L'organisme 3.0, il va plus en détail au niveau du nombre de questions. L'autre grande différence, c'est que si vous connaissez la dimension 7, c'est il pose en question, bon, clairement c'est le nombre, vous allez découvrir que le Green a beaucoup plus de questions et beaucoup plus de détails, mais au-delà de la quantité, c'est aussi un peu une méthodologie. La méthodologie de la dimension 7, c'est poser une question, attendre la réponse de votre part comme oui, non, partiellement, et pouvoir la justifier. Et en fait, le Green 3.0, il fait un peu différemment. Il pose une question et après, il vous donne une liste de choix multiples sur lesquels vous pouvez choisir. Donc, par exemple, si je parle des crédits verts, dans la dimension 7, ils vont vous demander bah, est-ce que votre entité fait des crédits verts, disons, et vous pouvez dire oui, non, partiellement. Voilà. Dans le Green Index, bah, il va dire bah, dites-moi qu'est-ce que vous financez. Donc là, il y a toute une liste pour différentes catégories qui sont exactement les mêmes de la dimension 7 et del Green 3.0, donc énergie propre, efficacité énergétique, agriculture durable, eau propre, économie circulaire, etc. Donc ces catégories sont les mêmes, mais dans le Green 3.0, à l'intérieur de l'énergie propre, vous avez une liste de 10, 15 solutions, panneaux solaires, pompes solaires, etc., etc. Et donc, vous devez sélectionner qu'est-ce que vous financez en détail. Donc, ça, c'est un peu la différence. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'avance sur la stratégie. Alors, donc maintenant, je pense qu'à ce moment-là, moi, je vais illustrer un peu de bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la stratégie environnementale. Donc, je vous rappelle qu'on va utiliser ce temps qui nous reste seulement pour décortiquer un peu la partie stratégie à niveau des pratiques, voilà, mais aussi à niveau des exemples, à niveau de l'organisme 3.0. Et dans les autres sessions, on va faire les autres standards. Et vous pouvez avoir accès à l'outil directement. Donc, je demande à mes collègues de partager le lien pour la collecte d'informations de Greenest 3.0 en même temps que j'explique cela si quelqu'un veut le naviguer. Et après, je vais l'expliquer en détail. Donc, alors, première chose, où on base qu'est-ce qu'on va vous expliquer? Donc, il y a eu une activité il y a 2 ans, soutenue par le ministère luxembourgeois, de constituer un Green Map. Un Green Map, c'est un outil dans lequel on a collecté à travers ces financements luxembourgeois différentes pratiques et des bonnes pratiques à niveau mondial, différentes entités financières et d'autres qui nous expliquent bah, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Vous pouvez accéder à cela clairement, totalement gratuitement en ligne et vous pouvez explorer qu'est-ce qu'ils font les différentes entités. À l'intérieur de cela, ils s'expliquent aussi ce qu'ils font du point de vue des stratégies. Donc, on a aussi constitué de bonnes pratiques. Donc, on n'est pas seulement un mapping avec un catalogue, mais on a regroupé des bonnes pratiques en fonction de la collecte de données qu'on a fait, des différentes entités financières qui sont regroupées selon les indicateurs et les standards du Green Index 3.0. Donc, notamment pour ces sessions-là, on vous invite à lire les cas d'études des ACLSIME à Togo, des Chamroom en Cambodge, pour qui vous comprendre un peu comment ces entités ils se sont positionnées pour la définition de la stratégie environnementale. Et aussi, on a des cas d'études pour voir comment une entité puisse se positionner, puisse mettre en place certaines activités
du point de vue de la mise en place de la stratégie. Donc, sous cela, on a collecté des informations de Fortune Credit au Kenya, voilà, et la Fondation Genesis Empresarial au Guatemala. On a ces publications-là en anglais, français et espagnol. Et bon, vous pouvez attendre, les lire et les étudier directement sur le site du groupe d'action. On a aussi d'autres sources de formation. Voilà, on a des formations sur la stratégie environnementale que vous pouvez avoir accès directement sur l'onglet de formation du Green Economic Smart Finance Action Group. On a tout encore en ligne sur la finance verte inclusive et notamment, il y a un module qui c'est le module sur la stratégie environnementale. C'est là encore en 3 langues, donc vous pouvez avoir un petit vidéo d'introduction qui va être posté aussi dans la chat, et aussi la vidéo et le matériel des formations sur la stratégie environnementale. Donc voilà, quand même pas mal de choses. Donc, alors, avant de se lancer, je voulais poser une petite question. Qu'est-ce que signifie la stratégie verte? Qu'est-ce que signifie la mise en œuvre d'une stratégie verte? Si vous avez une idée, une réponse, s'il vous plaît, de nous faire un retour. Donc, qu'est-ce que signifie avoir une stratégie verte pour une entité financière? J'ai une entité financière qui a une stratégie verte. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que signifie la mise en œuvre d'une stratégie verte? Donc, je vous laisse un instant pour pouvoir répondre dans la chat, s'il vous plaît, de nous faire savoir et après, je vais à développer. Oh, je ne vois pas de réponse. Donc, c'est une question pour vous, hein. Merci beaucoup de qui est en train de commencer à répondre. C'est tenir en compte de l'environnement de la mise en œuvre des activités. OK, très bien. La stratégie verte est la prise en compte de l'environnement dans sa mission. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent participer? Allez-y, soyez pas timide, hein. C'est important pour nous de recevoir vos retours. J'estime que c'est une stratégie basée sur des plans d'action qui respectent l'environnement et assurent la biodiversité. Très bien. Il faut se rappeler aussi les trois dimensions qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a un aspect impact sur l'environnement qu'on est en train de discuter. Il y a aussi un aspect sur la réduction de la vulnérabilité à les aléas climatiques, à la biodiversité, etc. Et il y a aussi un aspect opportunité. Donc, on voit, François nous dit le développement des activités de résilience face aux faits climatiques. Voilà, exactement la partie en plus sur la vulnérabilité. Donc, on est en train de toucher les deux dimensions, impact environnemental et vulnérabilité climatique. Tenir en compte de l'environnement dans le financement. Voilà, c'est plutôt la partie, si vous voulez, aussi opportunité. Stratégie qui implique des emplois verts. La stratégie verte est la prise en compte de l'environnement en termes d'adaptation et atténuation. Donc, adaptation et atténuation, ça veut dire s'adapter à les événements du changement climatique et réduire le changement climatique. Voilà. Je pense que c'est un politique de financement vert au sein de l'institution. Donc, ça, c'est un aspect, justement. Un centre, justement, c'est comment on va augmenter le portefeuille vert et financer davantage qu'est-ce que définit par vert. D'autres nous disent, c'est intégrer la mission de l'institution des objectifs de protection de l'environnement des clients de l'institution et du personnel. On nous dit aussi que c'est une stratégie qui tient en compte des engagements des COP, donc des réunions pour le climat. Super. Je n'ai pas suivi de début, mais à mon avis, c'est une élaboration du plan visant à protéger l'environnement. C'est une stratégie verte qui permet d'évaluer ces pratiques et prendre des mesures pour éviter de nuire à l'environnement, tant au niveau de ses clients et de l'institution. Bon, merci beaucoup. Vous avez déjà une idée plutôt claire de qu'est-ce que c'est. Donc, je sais maintenant simplement de la formaliser, hein, mais vous avez touché pas mal des éléments. Donc, si on regarde la stratégie environnementale, donc définition et mise en place, on dit qu'il s'agit
de savoir, quand on fait l'évaluation, comment la stratégie environnementale est définie et comment elle est mise en place, y compris le rôle des responsabilités, l'alignement sur les normes locales et internationales et comment l'institution contrôle, rend compte de la mise en œuvre de cette stratégie environnementale. Donc, on n'a pas défini ce que c'est, ça c'est plutôt l'implémentation. Donc, on a une stratégie, qui l'a mis en place, qui est responsable, comment on monitore et comment on reporte. Donc, si on regarde ma stratégie environnementale, donc définition et mise en place. Donc, définition de la stratégie environnementale, les bonnes pratiques, les on peut voir. Donc, ça, c'est ce que dit le Green Index 3.0. Hein. Le 3.0 nous définit un peu ce que c'est la stratégie environnementale en fonction des indicateurs et des choses qu'il faudrait faire, évaluer. Tout d'abord, ils expliquent il faut définir les engagements de l'institution. La stratégie, ben, il doit définir les engagements de l'institution en manière des environnements, de l'environnement qui soit formalisé de la mission, de la vision, de les valeurs. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'on est en train de regarder maintenant pour comprendre ce que c'est la stratégie. On est en train de regarder les indicateurs de l'EGRINES 3.0 pour la première norme et la première pratique essentielle qui définit la mise en place de la stratégie. Donc, en fonction de cela, on va à définir qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne stratégie mise en place. Donc, le GRINES 3.0 vous demande est-ce que les engagements de l'institution en matière d'environnement sont-ils formalisés dans sa mission, dans sa vision, dans ses valeurs? Et après, vous demande voilà, qu'est-ce qui est formalisé, impact sur l'environnement, résilience climatique, par exemple, opportunité verte. Il vous demande aussi si l'institution dispose d'une stratégie documentée. Donc, la stratégie ne doit pas être quelque chose d'informel, mais ça doit être aussi documenté. Et il faut aussi, dans cette stratégie, spécifier l'intention et comment atteindre certains objectifs environnementaux, que ce soit à la fois des résiliences, comme on a vu, soit à la fois d'impact, réduction d'impact environnemental, soit de développement, par exemple, de produits verts et d'attente des réponses des demandes des clients. La stratégie environnementale de l'institution précise les éléments nécessaires à la mise en œuvre. Voilà. L'idée c'est de définir avec quels standards, avec quelle réglementation, vous voyez, et quelles initiatives non obligatoires vos stratégies étaient alignées. Donc, on regarde le GREEN 3.0 sur l'établissement, donc l'entité, l'institution opère en conformité des lois et règlements en vigueur, des initiatives non obligatoires de l'industrie et des normes réglementaires internationales de taxonomie verte. Donc, ça veut dire la stratégie, ça va être quelque chose qui est propre à chacun des entités, mais il faut aussi qu'elle soit alignée à des normes internationales, à des initiatives et à les normes locales, et aussi qu'elle s'appuie sur qu'est-ce qu'on définit en taxonomie verte. En taxonomie verte, c'est quelque chose de formel qui peut être en réglementation. Par exemple, en Europe, on a une réglementation sur cela, mais ça peut être, pas mal d'autres pays, ils l'ont développé, sont en train de le développer. Mais ça peut être aussi simplement en liste, dire, OK, ces choses-là sont vertes. Ils sont vertes parce qu'ils permettent de faire ça. Par exemple, je veux dire, une chose verte, c'est quelque chose qui améliore l'adaptation au changement climatique. Par exemple, sans nuire à l'atténuation au changement climatique. Et exemple des activités qui font cela, bah, ils vont dire, par exemple, diversification des semences, agroforesterie, etc. Donc ça, c'est très important, vous permet de définir qu'est-ce que c'est vert, avoir un dictionnaire de qu'est-ce que c'est vert. L'institution établit des partenariats, donc la stratégie implique aussi avec qui on va développer cette stratégie, la mettre en place, et aussi la définition d'un budget annuel pour pouvoir atteindre cette stratégie. Pourquoi l'appellation verte? Bah, l'appellation verte, c'est une façon de dire, hein, parce qu'on dit que verte, c'est l'environnement. En fait, il couvre pas mal de choses, comme vous voyez. C'est les opportunités économiques qu'ils ont en activité qui a un impact positif sur l'environnement. C'est la réduction de la vulnérabilité, qui n'est pas forcément un impact positif sur l'environnement, mais simplement possible pas avoir un impact négatif, mais qui a un impact positif sur la réduction de la vulnérabilité des clients. Donc, c'est un homme, quoi. C'est un homme qui ressent. Ces stratégies sont accompagnées aussi des indicateurs quantitatifs. Donc, par exemple, si on demande que vous avez un budget annuel, ben, il faut savoir qu'est-ce que c'est le budget, à niveau d'euros, à niveau du pourcentage du budget total. Donc, si on regarde des exemples, hein, qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie verte? Après, je prends la question que je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, on prend l'exemple d'Acila-Cimé. Donc, on regarde un peu de bonnes pratiques. On a fait des entretiens, on a collecté ces pratiques et donc on voit qu'est-ce qui fait ces entités. On va voir des exemples. Donc, Acila-Cimé, c'est une entité au Togo et fait certaines choses intéressantes sur sa stratégie.
Donc, par exemple, les engagements environnementaux de l'entreprise, dans ce cas, s'il a signé, sont formalisés dans une stratégie environnementale qui est développée en 2022. Donc, il y a des engagements. Ces engagements font partie de cette stratégie. Les objectifs sont les suivants, quoi. Être en référence dans le domaine de la microfinance en matière de protection de l'environnement, donc un objectif vision. Gérer les risques environnementaux internes et externes. Donc, interne, externe, c'est qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure comme interne, on le mentionné comme direct et externe comme indirect. À réduire la vulnérabilité des clients et les effets négatifs du changement climatique sur les clients et l'institution et promouvoir les effets positifs sur l'environnement, promouvoir des solutions écologiques résilientes. Vous voyez, il détaille pas mal de choses, en partie vision, en partie produit, en partie des gestions des risques. L'objectif 1, c'est d'être en référence en matière de l'environnement, donc améliorer la performance environnementale de la solution telle qu'elle mesurée par l'INES 3.0 et renforcer sa position dans le domaine de la microfinance verte et inclusive. Objectif 2, gérer les risques internes sont spécifiés, réduire les productions de déchets plastiques et diminuer la consommation d'énergie et papier, installation des panneaux solaires au siège dans 4 agences à Lomé. L'installation était prévue dans les agences restant jusqu'en 2024, quand on a collecté les informations. Mise en place un système de tri et recyclage des déchets. À niveau de gestion des risques externes, donc chez les clients, réduire les proportions des clients ayant un impact négatif sur l'environnement, convertir les clients utilisant des produits chimiques à l'adaptation de solutions de stockage biologique, convertir les vendeurs du charbon en bois ou du bois de chauffage pour développer d'autres activités génératrices de revenus, décourager les restaurants et détaillants d'utiliser des sacs et des emballages en plastique. Donc, le décourager de faire cela. Et pour promouvoir les solutions écologiques et résilientes, sensibiliser, former les clients du crédit agricole et des pratiques agricoles résilientes et écologiques, fournir un accès à des sources d'énergie plus saines et plus vertes, impliquer des groupes dans la collecte des déchets en plastique. Donc là, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui définissent Assassimé dans sa stratégie. Donc, précise les éléments nécessaires aussi de sa mise en œuvre, n'est pas seulement qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce que c'est aussi, bah, comment on va le mettre en œuvre, définissons aussi un plan d'action. Donc, vous voyez, les résultats attendus d'ici à 2026, il a des objectifs à la fois qualitative et à la fois quantitative. Par exemple, améliorer la gestion des performances du Green Index, comme on a dit, mais aussi spécifiquement réduire de 80% la production interne de déchets, réduire de 50% la consommation interne d'énergie et des papiers. On prend d'autres, sensibiliser, former au moins 75% de clients du crédit agricole, pratiques agricoles, résilience écologique, encourager au moins 50% des clients utilisant des produits chimiques à solution de stockage biologique, donc vraiment des engagements quantitatifs, avoir permis à 60% des clients d'accéder à des sources d'énergie plus saines, impliquer au moins 25% des groupes dans la collecte des déchets. Vous voyez, donc c'est ceci l'exemple, et parmi d'autres, je n'ai mentionné seulement certains, des objectifs quantitatifs. Donc, la mise en œuvre de la stratégie se traduit dans des objectifs spécifiques et sous-objectifs spécifiques, des activités, des plans d'action quinquennales qui sont déclinés en des plans d'action annuels. Des ressources nécessaires sont donc, on définit ces ressources pour les attendre, au point de vue des ressources humaines et financières. C'est défini aussi un rôle et des partages de responsabilités. Et aussi, la stratégie environnementale est numérée pour chaque objectif spécifique, le type de partenaires existants ou à créer. En 2023, CLSMI avait mis un budget de 45 000 euros, donc ça veut dire de 10% de ses ressources propres pour mettre en place cette stratégie. Et le suivi était mis en place comme un tableau de bord trimestriel avec un examen annuel, un examen mi-parcours, une évaluation finale. Et les progrès sont réalisés pour l'atteinte des objectifs en fonction de la dimension 7 qu'on vient de mentionner. Alors, je vois qu'il y a une question, j'ai main levée. Si vous voulez bien prendre le micro, c'est à vous. Donc, Cambo, Martial, si vous voulez ouvrir le micro et poser la question. Allez-y, il faut que vous ouvrez le micro de votre part. Normalement, c'est habilité. Donc, Cambo, Martial, vous avez la main levée. Si vous pouvez ouvrir le micro et parler. Je vois déjà qu'il y a un autre point dans le chat. Pour la mise en œuvre de cette stratégie verte, au sein de l'institution, y a-t-il lieu a-t-il ou un personnel dédié? Car je n'imagine pas l'institution financière aller en plus de tâches qu'elle avait. Donc ça, c'est important. On va le voir un instant
Je vais répondre à ces questions-là sur la mise en place dans un instant quand on va à regarder les plus bonnes pratiques sur la mise en place. Là, on était sur la définition et on va justement voir que c'est très important de définir des rôles, des responsabilités et éventuellement une gouvernance et voilà, potentiellement aussi des partenariats qui peuvent aider l'entité à la mettre en place. Donc, je vais répondre sur la prochaine session. Donc, je vais encore cette main levée. Cambo Martial, si vous voulez intervenir, c'est le bon moment. Sinon, suivez. Si c'est la main est levée pour erreur, vous pouvez la baisser. Sinon, c'est que c'est une erreur. Donc, j'avance. Il y a d'autres exemples. Donc, par exemple, on prend l'exemple des Chamron, institution de microfinance encore, basée cette fois-là en Cambodge. Et il nous montre autre petite bonne pratique pour la stratégie environnementale. Donc, nous dispose d'une stratégie documentée. C'est important qu'elle soit documentée, qui précise son intention d'atteindre ses objectifs environnementaux principaux et notamment de favoriser l'adaptation des pratiques de technologies vertes pour répondre à des demandes des clients en matière de pratiques vertes dans les PME agricoles, propose des technologies d'énergie renouvelable. Elle a doté une politique environnementale 2017, voilà. Elle a établi de nombreux partenariats locaux, donc justement avec différentes organisations pour pouvoir mettre en place cette stratégie, notamment un fournisseur de technologies, une plateforme de gestion des chaînes de valeur qui vise à intégrer tous les différents acteurs liés à la production du riz, très important justement au Cambodge. Aussi, la stratégie, il a tout un volet de suivi, donc le suivi des mises en œuvre de la stratégie environnementale sont mis en œuvre en termes des indicateurs spécifiques en termes d'eau, énergie et de la consommation de papier qui sont révisés chaque année. Il s'agit notamment des objectifs qui sont quantifiables, voilà, tels que les kilowattheures d'électricité utilisés, les mètres cubes d'eau consommés et les papiers hygiéniques utilisés par le personnel au siège social. Donc ça, c'est de la gestion de la performance directe. Association à l'opération conformément des initiatives donc à lesquelles ils s'alignent pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Initiatives notamment non obligatoires de protection de l'environnement donc, et de réduction de la vulnérabilité, telles comme la dimension 7 qu'on a mentionné. Donc, ils alignent l'implémentation de la stratégie à la dimension 7, utilisent des normes et des réglementations internationales aussi pour divulgation et la gestion des impacts environnementaux, comme les normes des ODD, donc les objectifs de développement durable, et en particulier l'objectif 6 de l'eau propre et assainissement, l'objectif 11, ville et communauté durable. C'est important de trouver des normes internationales, n'est pas seulement locales. Donc, local vous permet d'agir en conformité à les besoins propres de votre entité et de vos clients. International vous permet de reporter et expliquer ce que vous faites à des investisseurs, à différents partenaires et s'assurer qu'est-ce que vous faites localement, elle va remplir des objectifs aussi internationaux qui donc donnent de la visibilité, éventuellement la possibilité de pouvoir attirer du support, de l'intervention, du financement et autre chose. Les rapports d'SPI 4 sont publiés sur le site web. Je pense que maintenant, ça va être SPI 5. D'autres outils de performance verte sont utilisés, tels qu'ils conçus par les investisseurs, par exemple. Je vois qu'il y a une question. La mise en œuvre financière exclusivement pour l'institution où il y a la possibilité de partenariat avec les organisations impliquées de la finance verte. Merci Mohamed pour votre question. Donc là, il y a différents modèles. Il y a différents modèles pour lesquels la mise en œuvre se fait seulement avec des ressources propres et d'autres qui sont faits avec un partenariat avec des investisseurs ou avec des entités qui fournissent de l'assistance technique, par exemple. Donc, il y a les deux modèles. Souvent, il y a aussi un modèle hybride dans lequel il y a un partenariat dans lequel les investisseurs co-investissent ou ils sont à l'intérieur d'un projet ou aussi des entités internationales et locales, publiques et privées qui financent en partie de la mise en place. Il y a potentiellement des consultants qui peuvent aider. Et typiquement, il y a un cofinancement aussi de l'entité financière. Donc, c'est un mélange, ça dépend des pays. Ça dépend aussi de le niveau demandé. Maintenant, mettre en place la stratégie environnementale, voyons les bonnes pratiques. Encore le Green Index 3.0 nous donne ces bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce que regarde le Green Index 3.0? D'abord, il regarde les rôles et responsabilités, comme quelqu'un nous a déjà posé la question. Donc, c'est important que l'institution soit capable de définir les rôles et responsabilités de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. Donc, qui est responsable de quoi et qu'est-ce qu'il est censé faire. Les conseils de l'administration et de l'administration de le directeur et la direction prend une décision stratégique basée sur les données relatives à la performance environnementale. Donc là, il se prend en compte dans l'implémentation le fait que les prises de décision stratégiques
de l'entité qui ne soit pas forcément des stratégies environnementales prend en compte la performance environnementale. Donc, si je prends une décision stratégique d'aller dans une région, financer certaines activités, etc., bah, c'est important que le volet environnemental soit pris en compte à la prise de décision stratégique, parce que sinon, on va prendre des directions de l'entité qui vont avoir des impacts négatifs sur l'environnement ou sur la résilience des clients, par exemple. L'institution forme les membres du conseil d'administration et de la direction à leur rôle et responsabilité en fonction des gestions de la performance environnementale. Donc, c'est un volet de formation à niveau de gouvernance. L'institution assure la mise en œuvre des stratégies environnementales. Donc, il a des processus et des politiques pour faire ci que n'est pas seulement sur le papier, mais d'assurer sa mise en œuvre. L'institution met en œuvre un système complet de gestion environnementale et sociale. Donc, il y a un système qui permet la mise en place, la gestion, la vérification et le reporting. On a défini des processus pour suivre les progrès, donc ça c'est un point fondamental pour la mise en œuvre. Ce n'est pas seulement l'implémentation, mais aussi un système de pouvoir suivre les progrès et donc justement adapter en fonction de la mise en œuvre de la stratégie en fonction de son avancée. L'intégration éventuellement dans le système de gestion central des indicateurs qui sont utilisés pour suivre la mise en œuvre la stratégie environnementale. Ça, c'est important parce que si dans votre SIG, il y a seulement des indicateurs financiers ou sociaux, il n'y a pas des environnementaux, bah, clairement, les environnementaux vont être reportés différemment. Ils ne vont pas être intégrés dans la compréhension de l'institution financière, de son marché et tout cela. Et donc, il va y avoir un problème de mise en œuvre ou un décalage. Donc, cela, c'est important. L'institution collecte des données en manière continue afin de déterminer si elle atteint les objectifs. Donc, ce point-là, c'est très important. Ne pas seulement essayer de mettre en œuvre, aussi pouvoir s'évaluer et voir si les objectifs sont atteints, sont en route d'être atteints. Cette stratégie est mise en œuvre accompagnée aussi des indicateurs quantitatifs. Donc, on demande par exemple si le personnel, qu'est-ce que c'est l'équivalent de personnel à temps plein qui est en charge de la mise en œuvre de la stratégie environnementale fondamentale, qui est responsable, mais combien de temps aussi l'a-t-il dédié. Le nombre d'indicateurs de performance qui sont atteints par rapport au nombre total d'indicateurs, le pourcentage de la réalisation de chacun des indicateurs de performance. La partie de marché est composée de pouvoir attendre avec des produits et des activités vertes totales, tu vois, et la partie accessible pour les produits aussi financiers et non financiers. La fréquence des rapports, on demande le nombre de réunions qui sont faites sur le thème, qui inclut des thèmes sur les vulnérabilités au changement climatique ou préservation de la biodiversité ou de l'environnement. Le pourcentage aussi des clients qui ont réduit leur vulnérabilité au changement climatique. Donc, c'est là, il y a d'autres indicateurs aussi qui sont pris en compte. L'institution évalue aussi, on regarde s'il évalue et gère la bonne mise en œuvre de sa stratégie et les effets secondaires potentiels. C'est possible que la mise en œuvre d'une stratégie peut avoir des effets secondaires, par exemple, exclure certains des clients. Donc, c'est là, il faut clairement le monitorer davantage parce qu'on peut avoir la tendance de dire, ah oui, je vise seulement les clients qui ont plus de capacité d'avoir un impact positif ou qui sont moins vulnérables. Bon, notamment, il y a un risque des effets secondaires, donc d'exclure les plus vulnérables. Cela doit être monitoré. Il ne doit pas se passer. Si ça se passe, il faudra avoir un plan d'intervention de comment mitiger ces problèmes. L'institution recueille en permanence des données pour déterminer l'attente de ses objectifs environnementaux en termes de vulnérabilité des clients et portefeuilles, en termes des impacts environnementaux négatifs à niveau de l'évolution des clients de portefeuille, en termes d'évolution des propres impacts, ça veut dire des impacts directs environnementaux négatifs et sa vulnérabilité, et aussi de comprendre la performance environnementale de l'institution qui doit être faite au moins à niveau annuel. Donc, tout ça, c'est des bonnes pratiques à faire qui définissent une bonne mise en place. Et vous voyez qu'il peut être clairement accompagné des indicateurs quantitatifs. Il ne va pas tous les illustrer, mais vous voyez, par exemple, c'est aussi savoir la fréquence. On a des rapports, bah, c'est quoi la fréquence? Je veux savoir combien de rapports sont faits par an. Je veux savoir donc combien de clients ils ont réduit leur impact négatif sur l'environnement. Je veux savoir, par exemple, si je regarde au siège, la diminution de la consommation d'eau à mètre cube. Par exemple, je veux savoir la diminution des émissions d'équivalent des gaz à effet de serre, etc. Si vous voyez cela en concret, on peut voir des exemples qui viennent par exemple de Fortune Credit Kenya. Je vous rappelle que ces bonnes pratiques, ils sont
tous illustrés dans les cas d'études qu'on vous a partagé en avant. On peut aussi les repartager. Voilà, donc là, je suis en train de partager un par un Chamroom. Là, on peut partager Fortune Credit. Donc, vous avez un accès en français si vous voulez l'explorer. Donc, Chamroom, Fortune Credit, qu'est-ce qu'il fait pour mettre en place la stratégie? Donc, la stratégie environnementale de Fortune Credit couvre la période 2022-2027 avec l'objectif de transition vers l'énergie propre, dans ce son objectif, et la création de résilience et la gestion des risques climatiques à l'aide de solutions numérisées. Donc, l'aspect numérisé est-il important pour eux? Les rôles et les responsabilités sont définis clairement. Au sein du conseil d'administration, un directeur est le champion de l'impact de l'environnement. Le directeur général joue le rôle de chef de file dans sa mise en œuvre de sa stratégie verte. Les responsables sociaux et environnementaux, un membre de personnel à temps plein qui agit en tant que champion de l'impact de l'environnement au niveau opérationnel, et l'ensemble du personnel est également responsabilisé et responsable de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. Donc ça, c'est en division des rôles et responsabilités qui sont définis. Il y en a plusieurs modèles, hein, ça simplement pour vous montrer un exemple. Le conseil d'administration et la direction suivent et utilisent les données environnementales pour chaque objectif spécifique à l'environnement. Fortune Credit suit les indicateurs spécifiques sur le portefeuille des produits verts. Depuis 2023, veille à la mise en œuvre, Fortune Credit veille à la mise en œuvre de la stratégie environnementale par la moyenne de différentes choses. Par exemple, des objectifs sont fixés pour tous les départements, notamment ce qui concerne la livraison des produits verts et l'empreinte écologique directe, la formation du personnel actuel et nouveau, donc on forme et on réforme, et on a une formation continue. Donc tous les membres du conseil d'administration ou du personnel reçoivent une formation initiale au cours d'emploi couvrant les stratégies environnementales, des sessions de sensibilisation pour les clients, les partenariats comme moyen d'apporter la technologie, la connaissance à moindre coût. Donc, voilà, de ne pas le faire tout seul, comme la question s'est posée avant, mais aussi d'avoir des partenaires. Les partenaires techniques qui fournissent les clients qui forment les clients pardon, à l'utilisation des solutions techniques, par exemple biogesteur et équipement biogaz. Les technologies qui permettent de collecter, d'analyser le partage efficacement des données, donc produits d'assurance basés sur des indicateurs en temps réel. Donc, en suivant, un système de procédures de gestion sociale environnementale, donc a mis en place un système voilà, qui, depuis février 2023, sur la base de Green Index 3.0 et des normes de l'AFC. On a compris aussi les intégrations des réflexions sociales environnementales dans le principe de Fortune Credit. Partage des résultats, important, et donc boucle de rétroaction, ça veut dire Fortune Credit a commencé à publier ses rapports, hein, donc être accountable, donc pouvoir reporter des données environnementales voilà, qui mènent à des discussions sur le résultat donc en matière de performance de tous les parties prenantes. Les rapports internes sont aussi destinés au conseil d'administration, aux investisseurs ainsi qu'aux employés, donc engager le personnel à cette transformation, et sont publiés, discutés tous les trimestres. Le rapport interne est destiné à la direction, sont produits mensuellement, comme ça qu'ils peuvent vraiment mettre en place un boucle de rétroaction, dire bah, qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comment on peut s'améliorer. Ici, vous voyez le suivi des progrès. Les indicateurs de performance sont intégrés dans ce système de gestion d'information, sont colligés quotidiennement. Par exemple, le total des prêts décaissés pour l'année en faveur des énergies propres, les femmes et les jeunes clients qui ont des produits d'énergie propre, les parts de portefeuille dans les produits d'énergie propre, le montant économique d'économie réalisée par les clients en produits énergétiques. Autre objectif, par exemple, résilience chez les clients, va regarder le nombre d'entretiens d'éducation financière sur l'assurance, le nombre de clients pour lesquels 20% de la prime d'assurance est financé par Fortune Credit, le total des prêts déclassés pour le produit agricole intelligent, etc. Et j'ai aussi les risques climatiques, vous voyez le nombre de prêts pour cette thématique-là, les risques les plus courants identifiés, le financement des secteurs plus risqués, etc. Donc, l'institution recueille également des données sur les objectifs environnementaux liés à son propre impact, donc l'impact, on a dit, direct. Et voilà, et il veille aussi d'avoir un budget consacré à la consommation d'eau, à l'électricité, les papiers, qui soit respecté. Donc, un budget fixé pour ces activités-là qui soit respecté au cours de l'année. Si on cherche d'autres exemples, on peut aller au Guatemala, donc en Centre-Amérique, et on voit que Fondation Genesis Empresarial aussi a des bonnes pratiques pour la mise en place de sa stratégie. Dans ces cas-là, ils ont un système de gestion environnementale et sociale qui mesure le niveau d'exposition aux risques environnementaux et risques sociaux
ou à des événements spécifiques liés au changement climatique. Et en plus, les solutions différencient ses clients, identifient leur activité productive et les risques et opportunités associés afin de proposer des produits sur mesure, axés sur l'environnement et adaptés aux besoins des clients. Il a un système de gestion pour une approche des genres avec une prise de conscience sociale et environnementale, donc composé de 16 078 clients qui sont autochtones, des femmes qui déclarent les activités agricoles et qui sont inclus dans la classification de la vulnérabilité pour 2023, selon lesquels 24% des clients présentent un risque faible face aux événements climatiques, 59 à risque moyen et 17 à risque élevé. Donc, il y a une évaluation de risque environnemental et climatique et stratifiée en fonction des différents groupes, soit autochtones et femmes. Le programme de chaîne de valeur vise à financer et à conseiller les petits producteurs agricoles pour qu'ils prennent en compte le risque climatique et mettent en œuvre de bonnes pratiques agricoles ou des mesures d'adaptation qui lui permettent d'améliorer leur protection et de devenir plus résilients. Il y a aussi un travail d'intelligence artificielle, donc vraiment un travail digital pour mieux gérer l'ensemble des données et d'informations nécessaires pour faire cela. Les connaissances des agronomes sont complétées par l'intégration d'un outil très riche en données qui fonctionne avec une capture de satellites pour fournir des données sur l'état du sol et les conditions climatiques en temps réel. Donc, ils utilisent une approche de double niveau, donc des expertises locales au point de vue des agronomes pour la partie du portefeuille agricole, plus des données externes. Ces informations sont combinées à l'information sur la vulnérabilité des clients, donc spécifique pour chaque client, pour générer un diagnostic personnalisé et complet, voilà, pour définir l'état de vulnérabilité des clients. Et donc, qu'est-ce que c'est lié par rapport au crédit? Les informations sont également fournies aux clients pour alerter et anticiper la situation de risque. Donc, ce qu'on appelle un early warning, ça passe quelque chose et on est informé. Voilà, pour une alerte anticipée et pour trouver des produits d'assurance alternatifs pour des projets d'adaptation, donc en fonction des risques sur lesquels les clients sont exposés. Voilà. Donc, avec cela, est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, on va passer à la partie finale où on va vous partager le petit lien et on va répercourir un ensemble des indicateurs qu'on vient de vous illustrer, comme ça que vous pouvez faire pour la suite de cette formation votre évaluation, l'évaluation d'une entité chez vous. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la chat. Alors, je ne vois pas ma chat en ce moment. Attendez, je regarde. Voilà. Si vous avez des questions, s'il vous plaît de me dire. Sinon, on avance. Et en avançant, bah, là, on est le moment que vous êtes acteur. Donc, vous pouvez vous amuser à remplir la dimension stratégie du Green Index 3.0 selon les indications qu'on vous a mentionnées. Alors, on a développé cette plateforme digitale. Voilà, la plateforme a été co-développée pour les experts de la plateforme européenne de la microfinance du groupe de Green Financial Group et était implémentée pour Edera Solution, qui est le partenaire digital du groupe d'action. Et donc, il a mis à disposition cet outil gratuitement pour tout le monde qui voudrait s'auto-évaluer. Si quelqu'un a envie de faire plutôt une évaluation guidée ou de stocker ses données, etc., s'il vous plaît, de contacter Edera, vous pouvez vous mettre en contact parce qu'on peut dédier de l'espace spécifique. Si vous avez besoin de l'accompagnement, encore de nous faire savoir. Mais maintenant, on va cliquer ici. Voilà, et vous allez rentrer sur l'évaluation seulement de la performance environnementale. Donc, c'est la mise en œuvre de la stratégie. Ben voilà. Si vous êtes un prestataire de services financiers, si vous complétez l'auto-évaluation pour les 4 normes, voilà, donc si vous êtes un prestataire de services financiers, si vous êtes parmi nous et vous voulez vous évaluer, voilà, donc vous pouvez commencer à le faire aujourd'hui avec ces clients-là. Si vous le faites pour cette norme-là et les autres 3 qui vont venir, bah, l'idée c'est qu'on va vous envoyer pour la suite un résultat de votre évaluation à comparer à l'échantillon de référence. Comme ça, vous pouvez aider aussi vous positionner.
Si vous n'êtes pas un prestataire de services financiers, vous pouvez vous former pour aider un vos partenaires, s'il vous plaît, et le faire compléter ces liens pour la suite. Donc, vous pouvez simplement partager le lien et vous êtes formé de comment le faire à travers cette formation. Vous pouvez l'accompagner et le remplir. Alors, voyons voir dans le temps qui nous reste. Voyons ensemble. Est-ce que vous êtes bien arrivé à cliquer sur cet lien et cet lien, il vous amène dans le bon endroit? S'il vous plaît de nous confirmer si vous avez des problèmes à arriver à la page que je vais vous montrer. J'ai cliqué exactement sur le même lien. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Donnez-moi s'il vous plaît une confirmation. OK. Donc tout le monde voit mon écran. Il y a écrit Green Index 3.0 standard 0. Super. Donc maintenant, si vous arrivez ici et malheureusement, vous êtes par exemple sur la version anglais, bah, regardez ici, vous pouvez choisir un anglais, français, espagnol. Donc, simplement, vous pouvez la changer en français. OK? Quand vous lisez ici, vous explique qui a fait le Green Index, vous pouvez suivre. Maintenant, là, justement, il vous explique bah, avec qui vous partagez les données, comment vous le faites, etc., etc. Donc, cela sont simplement utilisés pour des analyses statistiques et pour générer les scoring, mais ne sont pas utilisés du point de vue nominatif. Donc, si vous êtes d'accord, vous suivez. Voilà, vous pouvez cliquer ici pour avoir des détails. Moi, je suis. Et c'est là, bah, vous devez définir qui est en train de le remplir. Donc, nom, mon cas, Porchel Davide, je mets mon email. Bah, voilà. Je mets le nom de l'institution. Dans mon cas, Just Institute. Le type d'institution, bah, si vous êtes un fournisseur de services de finances inclusives, vous l'écrivez là. Sinon, d'autres, j'écris ici. Bah, voilà. L'année de fondation si nécessaire, les régions d'activité, dans notre cas Europe, Nord-Afrique, Afrique subsaharienne, Centre-Amérique, Caraïbienne, Middle East, Central, donc nous on travaille un peu partout. Donc voilà, donc vous, si vous êtes une institution financière, seulement dans le pays. Définir le pays d'activité, hein, dans ces cas-là, bon, moi je l'ai mis pas mal, mais c'est bon, quelqu'un a mis West Afrique, après va dire bah, Sénégal, par exemple. Voilà. Et après, bah, on suit, quoi. Les détails sur votre portefeuille, la taille et c'est quoi la monnaie. Voilà, vous souhaitez vous fournir des commentaires supplémentaires pour les indicateurs du Green Index 3.0, bah, vous dites oui, parce que comme ça, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, et vous voulez inclure les indicateurs quantitatifs, vous dites oui, parce que comme ça, vous montre aussi tous les indicateurs quantitatifs. Vous suivez et vous êtes exactement là. Donc, on a les dernières 10 minutes pour vous permettre d'explorer cela. Comme ça que pour la suite, vous pouvez bien le remplir. Alors là, vous voyez, on a la première norme G1, GI0, qui c'est la définition et l'implémentation de la stratégie verte, et la première pratique essentielle, qui c'est la définition. Vous voyez maintenant qu'on répercourt exactement les mêmes indicateurs qu'on a discuté tout à l'heure, mais maintenant, comme j'expliquais tout au début de la formation, le Green Index 3.0 vous donne la possibilité d'élire, de choisir et définir des choix multiples. Donc, ce n'est pas seulement les engagements d'instruction et manière d'environnement sont formalisés, mais vous demandez sont formalisés où? Dans sa vision, dans ses valeurs, dans sa mission ou d'autres. Si vous écrivez autre, il s'ouvre ici. Il faut définir où. OK? Vous pouvez répondre. Ou si vous êtes d'accord avec rien, bah, aucune de cette réponse, car vous ne pouvez pas le cliquer avec tous les autres, il faut effacer les autres. Voilà. Ici, vous dit l'institution dispose de stratégies documentées qui spécifient l'intention d'attendre au moins un des objectifs environnementaux suivants, donc réduire la vulnérabilité des clients. Si c'est partie de vos objectifs, vous cliquez ici. Si ce n'est pas parti, vous cliquez là. Si vous cliquez ici, il s'ouvre en liste. Et vous dire, bah, quelle vulnérabilité, vous voyez? La vulnérabilité des clients du portefeuille changement climatique. Non, pas par exemple la dégradation de l'environnement. Oui, à la perte de biodiversité, la pauvreté énergétique et pas d'autre chose. Ça dépend de vous. Comment c'est défini votre stratégie pour atteindre la réduction de quel type de vulnérabilité. Impact négatif sur le client de l'environnement, pareil, si vous ne le faites pas, c'est non. Sinon, il y a la liste, voilà, réduction de la pollution de l'air, de l'eau, du sol, par exemple, dégradation de la biodiversité, production de déchets, etc. Réduction de l'impact négatif sur l'environnement, voilà, donc ça c'est directement pour l'entité.
Là, c'était pour les clients et ça, c'est pour l'entité. Déchets, consommation des cartons, verre métal, par exemple. Et la résilience et l'impact positif. Voilà. Euh, promouvoir la résilience ou les impacts positifs de l'environnement. Donc, c'est un volet de promotion. Donc, énergie propre, économie circulaire, etc. Favoriser l'adaptation de pratiques de technologies vertes, oui, non, partiellement. Répondre aux demandes des clients, partiellement. Répondre aux besoins des clients, voilà. Donc, ça vous permet, vous voyez, c'est tout, c'est en question, vous voyez le détail qu'on va vous demander, et comme ça, on comprend en détail ce que vous faites. En bas, la stratégie environnementale de l'institution précise les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie. Là, elle vous explique, voilà, les objectifs sont quantifiables, les indicateurs, le processus d'atteinte des objectifs, les indicateurs de clés de performance, suivi et rapport, processus qu'un client de l'essence a pris, responsabilité, ligne directrice pour le partenariat, comme on l'a discuté, facteur de contexte, définition. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à élire en fonction de ce que vous faites. La coopération en conformité des standards qu'on a déjà mentionné, si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Si vous le faites, d'abord, on vous demande la réglementation, si c'est national, vous êtes aligné ou pas, international, si vous ne touchez pas, voilà, ou si vous ne le faites pas. Et après, des normes non obligatoires. Par exemple, comme on a vu, certains opèrent en conformité avec Green Index, certains avec l'ANU, certains avec MEBA, certains avec d'autres choses. Toutes les questions avec le petit astérisque sont obligatoires. Si vous ne le répondez pas, il ne vous permet pas d'avancer. Si vous ne l'avez pas, c'est relativement facile. Simplement, vous cliquez non et il passe et vous n'avez pas besoin de répondre à la réponse multiple. Les normes internationales pour la divulgation de la gestion de l'impact environnemental négatif, lesquelles vous suivez, il y a tout en liste. Si vous ne faites certains, voilà, par exemple ISO, vous pouvez les cliquer. Des risques, divulgation de la gestion des risques de durabilité liés au climat et à l'environnement, encore d'autres. Voilà, SFDR. Donc, surtout la partie taxonomie. Si vous avez une taxonomie, vous l'avez ou pas. Si, oui, voilà. Pour la taxonomie européenne, parce que quelqu'un d'investisseur vous le demande. En taxonomie internationale à préciser, en taxonomie locale. Voilà, de votre pays, par exemple. Si vous avez des partenariats, ok, avec qui? Fournisseurs de technologie, organisations communautaires, investisseurs, etc. Et si vous avez loué un budget, c'est oui, bah super. Si vous cliquez oui, vous voyez, va apparaître cet indicateur orange, qui est cet indicateur quantitatif. Voilà. Et si vous devez répondre, vous cliquez, il va définir le budget. Budget annuel loué pour la réalisation de stratégie environnementale, 20 000 euros par exemple. Pourcentage de budget loué par rapport à d'autres budgets, 2%. OK? Quand vous l'avez fait, vous avez rempli, dans ce cas-là, la pratique essentielle numéro 1, et après, vous pouvez passer à la pratique essentielle numéro 2, qui c'est la mise en œuvre. Vous tombez sur la même structure, mais maintenant pour la mise en œuvre, donc on définit les rôles et les responsabilités de la mise en œuvre stratégie environnementale. Si vous ne le faites pas, vous dites non, je n'ai pas de rôle et responsabilité, mais si vous le faites, on l'écrit ici. Par exemple, pour la structure de gouvernance et de gestion en place, les rôles et responsabilités sont définis. Il y a une équipe spécialisée composée de 2 membres de personnel au plus. Et il y a un cadre supérieur à temps plein responsable de l'exécution de stratégie environnementale, un membre de l'encadrement supérieur à temps partiel est responsable de l'exécution de la stratégie environnementale. Donc, c'est vous de choisir comment c'est fait. Ils sont définis, par exemple, s'intégrer, et voilà l'engagement, la participation du conseil d'administration. Si vous l'avez répondu à ça et si vous voulez répondre à un questionnaire quantitatif, vous cliquez ici et vous voyez qu'ils apparaissent ces indicateurs qui s'appellent GIQ. Q, c'est pour quantitative, et c'est l'indicateur quantitatif rattaché à ces indicateurs qualitatifs. Donc là, il vous dit, le conseil d'administration et la direction prend une décision, pardon, personnel équivalent au temps plein qui est nommé pour l'exécution de stratégie environnementale. Tu dis, 2 personnes au temps plein. Ensuite, l'administration et la direction prend une décision de stratégie basée sur les données et performances environnementales, oui, mais là, il n'y a pas seulement oui, comme vous avez expliqué, comme je vous expliquais avant, il y a tout le détail. Oui, on analyse les impacts négatifs des institutions sur l'environnement. Oui, on regarde les résultats négatifs involontaires des produits et services. Oui, on a des marchés locaux et réglementation, la mesure d'incitation des situations pour les pratiques technologies vertes. Voilà, donc il y a tout le détail de ce que vous pouvez faire. L'institution forme les membres du conseil. Oui, l'institution forme la direction. Oui, forme l'administration. Aucune réponse, par exemple. Ils assurent la mise en œuvre de la stratégie environnementale? Non, ils ne l'assurent pas. Ou oui, c'est oui, comment? Il met en œuvre des processus définis de la stratégie environnementale. Il définit des actions pour surmonter les difficultés rencontrées. Il diffuse des leçons apprises. Voilà, ou autre chose. Si vous écrivez d'autres, vous avez toujours l'option d'écrire qu'est-ce que vous faites, que également nous, on peut prendre en compte.
Nous sommes en œuvre des systèmes de complète de gestion environnementale et sociale. Si c'est oui, très bien. Si c'est non, non, partiellement, ça veut dire en cours de route, et c'est mis en place en partie et pas tout. L'institution a défini le processus pour suivre l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, on va dire qu'est-ce que vous faites? Bah, collecte des données, analyse des données, l'engagement du conseil d'administration de l'équipe de la direction, etc. L'institution intègre dans le SIG les indicateurs qui sont utilisés pour suivre la mise en œuvre de la stratégie environnementale, oui, par exemple. Et là, sur les indicateurs quantitatifs, bah, on vous demande pas mal de choses. Le nombre d'indicateurs clés de performance qui sont atteints, le pourcentage, comme on vient de dire. L'institution collecte des données en matière continue. Si oui, bah, elle vous demande pour faire quoi. Donc, donc attendez. Donc voilà, par exemple, sur la mise en œuvre correcte des pratiques technologies vertes, sont collectées des données. Sur la mise en œuvre correcte des pratiques vertes au processus établi par son propre personnel. Le changement économique positif ou négatif pour les clients, voilà, qui ont mis en œuvre ces pratiques technologiques. Sa portée du produit vert par rapport au marché disponible, etc. Donc, qu'est-ce que vous collectez? Si vous voulez répondre à la question quantitative, c'est pareil. On regarde ici. C'est les questions qu'on avait vues tout à l'heure. L'institution évalue et gère les bonnes mises en œuvre des stratégies et des effets secondaires potentiels. Et là, on regarde toute la partie l'impact environnemental négatif potentiel des clients et des technologies vertes financées tout au long de leur cycle de vie, hein, parce qu'il peut y avoir un bon impact, mais il y avoir un problème dans l'élimination et le traitement des déchets liés, par exemple, à des technologies vertes. Donc, cela, c'est être capable de le monitorer. Les effets secondaires, par exemple, la surexploitation ou une plus grande efficacité. Les impacts environnementaux négatifs potentiels et la vulnérabilité des clients au-delà de l'activité financée, hein. Vous financez une activité, c'est bien fait. Qu'est-ce qui se passe dans les endroits où n'est pas financé, etc. Donc, tout ça, c'est des instruments de monitoring qui, globalement, vous accompagnent la transition écologique de forme solide et qui n'est pas quelque chose simplement fait sur un focus spécifique et qui ne regarde pas au-delà de le focus spécifique. Et donc, au final, on peut revenir avec une situation plus compliquée sur lesquelles on est parti. On collecte des données en base continue pour comprendre l'attente des objectifs du point de vue de vulnérabilité. Bah, sur quoi? Et là, vous dites bah, sur les menaces météorologiques, le changement climatique, la pauvreté énergétique, l'accès suffisant au réduit et l'assainissement, etc. Encore une fois, indicateur qualitatif si vous voulez. L'institution collecte des données en matière continue maintenant pour l'attente des termes d'évolution des impacts environnementaux négatifs et sur quoi? Émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air, dégradation du sol, surexploitation. Donc, qu'est-ce que vous évaluez? L'institution collecte des données de manière continue maintenant pour mesurer les attentes des objectifs environnementaux et de l'évolution de ses propres impacts environnementaux. Donc, au siège, voilà, diminution de consommation d'eau, diminution de papier, etc. Et si vous le faites, clairement en bas, vous avez des objectifs quantitatifs. Collecte les données en matière continue pour mesurer si ce sont des objectifs du point de vue de vulnérabilité. Maintenant, bah, voilà, on va regarder des sur quoi, au changement climatique, au siège, au succursale. Donc ça, c'est la vulnérabilité de l'entité proprement dit ou de ses ressources humaines. Encore indicateur quantitatif. Et last but not least, assurant d'un compte de ces données de performance environnementale, au moins à niveau annuel, oui, non, et c'est oui, à qui? Rapport interne de conseil d'administration, rapport interne à la direction, rapport public, discussion des résultats avec les performances environnementales clés des employés, etc. Donc voilà, l'idée, c'est que vous pouvez, là, maintenant, ou dans les prochaines minutes, ou dans les prochains jours, vous asseoir, remplir cette évaluation-là, et avec ça, en remplissant tous les demandes obligatoires et, si vous voulez bien, les demandes quantitatives, vous êtes en train de faire l'analyse de la performance environnementale avec le focus stratégie, implémentation et mise en œuvre pour le Green 3.0. Quand vous suivez, attention, vous êtes là, vous avez terminé, et comme il est écrit dans la présentation, bah, il faut soumettre. Si vous soumettez, nous, on reçoit les données, EDERA, pardon, reçoit les données, et au final de ces formations-là, voilà, et on vous rend le scoring de vos entités, et aussi en fonction de le scoring de toutes les entités qui ont participé. Donc voilà, ça c'est très important. Donc si vous voulez bien participer, ça va nous aider, ça va aider le secteur. Donc on vous invite chaleureusement à remplir ces standards-là et de le faire là tout de suite, si vous pouvez, quand ça vous êtes bien encore fraîche de la formation directe, comme ça nous le reçoit tout de suite, ou sinon dans la semaine qui suit, avant de suivre la prochaine formation.
Et si vous pouvez aussi le faire dans les différentes formations, sur les différents standards, ça va permettre vraiment du secteur de s'enrichir de la connaissance de différentes parties prenantes et vous de recevoir un scoring et de vous positionner par rapport à la moyenne. Pour terminer, je reprends la présentation. Comme on a dit, attention, attention, il faut qu'on envoie, il faut soumettre parce que nous puissions le recevoir. Voilà, avec cela, je pense qu'on termine aujourd'hui avec quelques minutes de retard. Désolé pour cela. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on clôture et on attend de se former sur le deuxième standard? Est-ce que vous avez bien des questions? On attend un moment. Vous pouvez aussi en même temps nous écrire, donc il faut qu'on sache bien, vous l'avez déjà fait dans le formulaire de qui sont les sociétés financières parmi nous, parce que s'il y a des entités financières parmi nous, vraiment, on vous invite chaleureusement à remplir ce lien qui va vous permettre d'avoir une vision de votre performance. Comme ça que nous aussi, on va vous rendre le benchmark que vous avez par rapport à la moyenne. Oui, vous allez recevoir l'enregistrement, vous allez aussi recevoir tout le matériel de formation par email si vous l'avez inclus dans votre enregistrement, dans votre registration de l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des doutes, des conseils? Je n'ai pas la personne habilitée à répondre au questionnaire. Est-ce que je peux le partager, le lien avec les personnes? Oui, merci beaucoup pour cela. Oui, nous on aimerait bien que chaque entité, quand il va répondre, il faut que ce soit la personne justement habilitée, mais aussi il faut que ce soit la personne qui connaisse ces informations-là au sein de votre institution. Parce que, voilà, de temps en temps, ces informations sont partagées avec plusieurs personnes et il faut avoir la bonne personne, le bon groupe de personnes. Vous pouvez aussi collaborer pour le remplir hein, ensemble et nous faire parvenir seulement un questionnaire. Donc, la réponse est oui. Voilà, merci beaucoup de le partager. Les liens sont publics, hein, donc vous pouvez très bien les partager et les remplir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire là à l'email ici en bas, contact@imfp.eu et aussi à l'email spécifique ici au contact spécifique pour le Green Index, pardon, et surtout sur le groupe d'action, c'est green@imfp-mfp.eu. Donc ça, c'est l'email, pardon, je vous donnais l'email général d'abord, ce n'était pas la bonne. Il faut écrire l'email green. OK, si vous n'avez pas de questions, ben on se rencontre la semaine prochaine normalement. Donc, je vous rappelle, les prochains rendez-vous sont ici. Voilà, donc le prochain rendez-vous avec moi, c'est le 16 mai où on va discuter de l'identification des risques et opportunités. L'identification des risques et opportunités, disons, c'est le centre de tout. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé, participez parce que l'identification des risques et opportunités, c'est ce qui nous permet de décrire une bonne stratégie après de gérer ces risques et opportunités et par conséquent développer et débourser des produits verts. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute la finance verte inclusive. Voilà, la formation sera disponible en format PDF qui va être partagé avec vous, plus la vidéo. Merci à tout le monde et on se voit à la prochaine séance.